Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, direction Belgrade pour un épisode spécial Championnat d'Europe. Les Bleus ont plongé dans le grand bain et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça remue. Au programme de ce débriefing explosif, le choc face à la Hongrie, une défaite logique mais frustrante. On analyse pourquoi l'écart avec les cadors mondiaux reste encore trop grand et comment Thomas Vernou a tenté de tenir la baraque. Le réveil face à Malte, la réaction d'orgueil qu'on attendait. Une victoire large avec une équipe de France retrouvée, culottée et emmenée par un Romain Marion Vernou en feu. L'imbroglio serbe, on en parle aussi de la polémique d'arbitrage qui a privé les Pays-Bas d'une victoire historique face aux champions olympiques serbes et à domicile en plus. La VAR a-t-elle failli? On en débat. Tout ça, c'est juste l'échauffement avant le match décisif contre le Monténégro demain. La deuxième place du groupe est en jeu et on vous explique pourquoi tout est encore possible pour nos tricolores. Installez-vous, montez le son. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. On attaque un nouvel épisode et cet épisode va être consacré aux championnats d'Europe à Belgrade qui ont démarré depuis samedi et en particulier notre équipe de France, l'équipe nationale, les Bleus qui nous intéressent particulièrement. Mais avant de dérouler le compte-rendu des 2 matchs qui viennent de se passer, je te propose, Frédéric, de étudier la composition de cette équipe de France, puisqu'il y a eu, on va dire, peut-être quelques changements de dernière minute suite à des blessés qui ont été déclarés juste avant le début du tournoi. Alors, dans cette équipe de France, 15 joueurs ont été retenus donc par l'entraîneur Veljko Kevobečak, accompagné de Olivier Chandieu en tant qu'assistant. Donc, numéro 1, Julien Hoffner, le gardien de Bordeaux cette année, donc qui a été appelé. On a Kylian Braise Fernandez d'Aix-en-Provence, Lucas Barna de Monaco. Donc, assez surprenant d'avoir un joueur de National 1. C'est pas arrivé tout le temps en équipe de France. On a Alexandre Bouet de Marseille, Alexis Draé, le numéro 5 de Aix-en-Provence, Thomas Vernou, le numéro 6, capitaine de cette équipe de France, en l'absence de Hugo Crouzilla, mais tu reviendras un petit peu après, Frédéric. On a en numéro 7, Steven Vitran de Strasbourg, numéro 8, Denis Guérin de Taverny, numéro 9, Marion Vernou Romain de Marseille, numéro 10, Loris Canovas de Marseille, en numéro 11, Enzo Nardon de Taverny, numéro 12, Jean-Baptiste Carpentras de l'Olympique Nice Natation, le numéro 13, Hugo Fontani de Strasbourg, accompagné du numéro 14, Mathis Mas, et appelé, je dirais, de dernière minute, le numéro 15, Tom Sauton de 7. Ouais Christophe, on en avait déjà parlé avec le podcast de Jean-Paul. Hugo Crouzilla a souhaité faire un break. C'est le cas d'autres joueurs aussi, d'autres équipes, hein. Je pense à Marton Vamos, le Hongrois. Écoute, on a déjà répété dans des épisodes précédents que le polo est un sport un peu fou parce que c'est un sport qui se joue 12 mois sur 12. Donc, quand ça fait, comme c'est le cas d'Hugo, 15 ans grosso modo, 15-17 ans même, que tu fais du 12 mois sur 12 parce que les saisons de club vont de plus en plus loin. Et puis, après, tu enchaînes sur toujours les étés, la préparation et ensuite les étés, le tournoi. Et donc, c'est un tour de cadran permanent et Hugo a souhaité souffler. C'est une décision qu'il faut respecter. Il a beaucoup donné et c'est un peu normal de se préserver et de se régénérer pour revenir plus fort. Pierre-Frédéric Van Peperstraat n'est pas là. Il a été blessé. Il s'est blessé. Je ne sais plus si c'est à l'entraînement ou si c'est contre les Hongrois. Donc lui, il est absent sur blessure. Et Andrea Donardi a souhaité mettre sa carrière internationale en veille et ne pas répondre aux sollicitations du coach. Donc, ça a libéré 3 places. Et donc, tu as donné l'équipe qui est présente sur place. Et on jouera avec ces joueurs-là. Alors, avant de dérouler aussi les matchs,
Formule inédite pour ce championnat d'Europe qui verra donc 2 phases de groupe avant, d'avoir, les matchs pour les demi-finales et finales et ensuite les matchs de classement. On a donc une première phase de groupe composée de 4 groupes A, B, C, D. Le groupe A est composé de la France, de la Hongrie, de Malte et du Monténégro. Le groupe B est composé de la Slovénie, la Croatie, la Grèce et la Géorgie. Le groupe C, Israël, Espagne, Pays-Bas, Serbie. Et le groupe D, Turquie, Italie, Roumanie, Slovaquie. À l'issue du premier tour, les 3 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour un deuxième tour composé de 6 équipes qui déterminera le classement et les demi-finales. Ouais, Christophe, avant, on avait l'habitude d'avoir donc 4 groupes de 4. Chaque premier était automatiquement qualifié pour les demi-finales. Et puis le troisième d'un groupe croisé avec le deuxième d'un autre groupe pour constituer l'opposition sur le quart de finale. Là, ils ont décidé de changer puisque, comme nos règles s'apparentent au handball maintenant, la formule de championnat s'apparente aussi à celle du handball. Donc, comme tu l'as dit, les 3 premiers de chaque poule sont reversés dans une autre poule, dans la poule suivante, en gardant les résultats acquis. C'est important. Donc, en regardant les points qu'ils ont marqués acquis, et ils rencontrent les 3 équipes du groupe avec lesquels ils sont jumelés. Donc la France basculera et jouera vraisemblablement la deuxième poule face à la Serbie, l'Espagne et les Pays-Bas. Et donc ce petit championnat de 6, les 2 premières équipes de ce championnat de 6 iront en demi-finale. Pareil pour l'autre groupe. Donc il ne faut pas laisser traîner des points en route et tous les points valent cher. Tous les points valent cher et aussi particularité, par exemple, le 3e de ce groupe affrontera le 3e de l'autre groupe et sera directement, classé 5-6 et ainsi de suite jusqu'à la 12e place et ensuite, les 4e, eux, s'affronteront pour les places de 13 à 16. Alors, on va, passer donc aux résultats. Donc, 1er match, pour l'équipe de France qui affrontait, la Hongrie. Donc on sait qu'ils se sont rencontrés, 2 autres fois. Il y a eu donc le 1er match qui s'est disputé à Paris, aux Tourelles. On a fait un épisode là-dessus et ensuite ils se sont rencontrés dans un tournoi en Serbie où la France donc, avait rencontré aussi la Hongrie en Serbie et s'était incliné 20-7 et comme peut-être on pouvait le penser logiquement, la France malheureusement s'est inclinée 15-7 lors de ce premier match dans une équipe de Hongrie plus conforme à ce qu'on espérait au départ puisqu'on avait la présence notamment de Angyal, Manertz, les 2 frères Vigvari, Fekete, qu'on cite régulièrement, pour ne citer qu'eux, et aussi le retour de Soma Vogel dans le but, même s'il n'a pas disputé ce premier match. Ouais, les Hongrois privés quand même, donc je l'ai dit, de Martin Vamos qui, à l'instar d'Hugo, a demandé à souffler aussi. Et puis Et Zalanki, Zelensky, ouais. qui paye un petit peu son escapade maltaise l'année dernière. L'année dernière, il y avait les championnats du monde. Lui, il a décidé de renoncer à l'équipe nationale pour aller dans ce championnat estival maltais qui est très, très lucratif. Mais bon, connaissant un petit peu Zoldvarga, qui est rigide quand même, c'est pas trop passé. Donc, écoute, il peut se permettre, la Hongrie peut se permettre ce luxe de laisser à la maison un joueur qui a été élu meilleur joueur du monde, je crois, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Donc, oui, la France rentrait dans cette compétition avec un match quand même pas facile, hein. La Hongrie, ça reste, même s'ils gagnent pas tout, ça reste quand même le pays du polo. Et nos Français ont lutté vaillamment, mais écoute, l'écart est encore un petit peu trop gros. Donc, c'est pas le même écart, le 20-7 du tournoi en Serbie, mais c'est quand même un écart assez conséquent et qui est logique au vu des forces en présence. Oui, les scores par période, donc la France s'incline, donc 1re période 4-1, 2e période 6-4, 3e période 2-0 et 4e période 3-2, où sur la période 3 et 4, les Français sont restés très longtemps sans marquer. Ouais, Christophe, 15-7, ce qui montre, et ça a été assez criant quand même dans le match, les limites de nos forces offensives sur un match comme ça, de nos joueurs qui peuvent porter le danger. Donc on sait très bien qu'on va reposer un petit peu sur le trident Thomas Vernou, Alexandre Brouet, Romain Marion Vernou, avec Stephen Vitran qui peut venir un petit peu aider tout ça. Mais
On est sur les grosses nations comme ça, un petit peu trop dépendant. Thomas, d'ailleurs, met 5 buts sur les 7. Alexandre Bouet en met un, je crois, et c'est Guérin, je crois, qui met le septième. Oui, c'est ça. Bah, et donc, tu peux difficilement, maintenant où les scores sont fleuves, gagner un match en mettant 7 buts. C'est quasiment impossible maintenant. Et donc, je nous ai sentis des fois un petit peu empruntés, un petit peu, alors peut-être timides parce que c'est une super grande piscine, même si elle était quasiment vide. Et puis, il faut pas se mentir, hein, il y a beaucoup de joueurs qui, même si c'est pas leur première compétition, bah, ils ont pas été habitués à avoir un temps de jeu conséquent, hein. Donc, entre la jeunesse, Kylian Fernandez, Lucas Barna, donc qui sont de jeunes joueurs, plus les autres qui découvrent un petit peu, hein. Donc je parlais de Guérin, Carpentras, Draé. C'est pas des joueurs qui ont été habitués à avoir des temps de jeu, et en fait, bah, une carrière internationale, ça se construit sur de l'expérience. Ça se construit sur des choses qu'on rate moins, qu'on rate plus. Mais il faut, pour ça, il faut, 50, 100 sélections pour pouvoir avancer. Ils les ont pas, donc il faut être indulgent avec cette équipe de France-là parce qu'elle est quand même, sacrément diminuée. C'est une équipe de France new look et puis, bah, voilà, il faudra être patient, indulgent et les Hongrois qui sont habitués. Il y a pas mal de joueurs de Ferencváros, qui ont gagné, les 2 dernières Champions League, donc ils sont beaucoup plus habitués à ce genre de joute-là et ça s'est vu. Et puis je reparle toujours de mon credo, mais le tir. Le tir, tu vois que, bah, la différence se fait quand même grandement au tir, il y a pas que le tir, mais il y a l'intention du tir aussi, la fixation, la menace, le danger. Tu vois le gardien comme il saute à chaque fois et donc bah, dans ce domaine-là, les Hongrois sont quand même très, très forts et sont bien souvent au-dessus d'un peu tout le monde, donc bah, de nous aussi. Donc écoute, il y a pas à rougir, hein. Je m'attendais pas à un autre résultat que ça, très honnêtement, sans leur jeter la pierre. Oui, mais bon, moi j'ai trouvé que dans ce match, effectivement, un peu comme on l'avait évoqué, notamment avec Marseille, je trouvais que sur ce premier match, on verra que le deuxième match a été un peu différent, mais sur ce premier match, bah, une équipe qui attendait trop de Thomas Vernou. Alors Thomas Vernou, on sait maintenant, il commence à être connu des équipes. Les Hongrois, le savaient, hein, puisqu'ils avaient mis, il a été pris en individuel, hein, quasiment le joueur était dans son maillot en permanence. Et d'ailleurs, au début, bah, Thomas marque pas forcément. Bon, son premier but, c'est sur penalty au bout d'un certain temps. Il a pu marquer ensuite, bah, dès que l'étreinte s'est un petit peu relâchée. Il a su aussi prendre un peu plus la mesure de l'équipe, trouver des espaces. Mais c'est vrai que bah, la qualité au tir, tu l'as dit, bah, autour de lui n'a pas trop été au rendez-vous. Puis l'entraîneur Kobechak l'a dit en interview après le match, bah, que c'était pas le plan de jeu en fait. Ça avait été difficile parce que c'était pas l'équipe de France qu'on voulait voir, que lui voulait voir. Je pense avec laquelle il a travaillé, les systèmes qu'il a mis en place. Et que du coup, bah, voilà, même si il y a ces 8 buts d'écart, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être plus. Il y a eu des bonnes phases défensives, mais de temps en temps, un peu trop de relâchement qui coûte, à ce niveau-là, qui coûte cher tout de suite, hein. Tu fais, un mauvais choix de tir ou une mauvaise passe, bah, tu es derrière sanctionné tout de suite sur une contre-attaque, sur un mauvais positionnement, un penalty, tout ça et puis, bah, des joueurs comme, Manertz, le capitaine, bah, qui te le fait pas de cadeau, hein, il fait 4 sur 5 au tir, accompagné de Vince Vigvari qui fait, 3 sur 3 aussi au tir, voilà, qui sont des joueurs, dès que tu leur laisses un petit peu d'espace, bah, ça va au but et ça met au fond. Ouais, tu parles de Thomas, mais alors, à la différence d'avant, avant cette règle du coup franc direct, vous pouvez faire une individuelle sur quelqu'un, le temps qu'il fasse la passe, repasse, bah, tu pouvais revenir à nouveau sur lui. Maintenant, le coup franc direct te permet quand même, sur une individuelle, le joueur, une fois qu'il a fait sa faute, il doit reculer quand même. Donc c'est vrai qu'il se met au bloc, il doit reculer, mais avec des shoots comme celui de Thomas ou tout ça, tu peux te créer une occasion sans forcément développer, beaucoup de jeux et effectivement, bah, oui, Thomas, c'est un circuit préférentiel parce que lui, il a ce potentiel-là, cette expérience-là et même s'il est encore jeune et oui, bah, dans toutes les équipes, tu te reposes toujours un petit peu, se reposer, c'est pas s'endormir, mais tu te reposes un petit peu sur les joueurs majeurs d'une équipe, ça a toujours été ça, hein, donc Thomas fait partie de ces joueurs-là et c'est normal qu'il reçoive beaucoup de ballons et puis de l'autre côté, ouais, Manertz, j'ai vu les 2 testons, sans trop d'efforts, mais sur un secteur, qui crucifie Hugo Fontani et ouais, écoute, moi je retire pas que du négatif, loin de là, de ce match-là. Tu rentres dans un tournoi, nouvelle piscine, nouveau truc, nouvelle équipe, tu plus trop de cadre. Avant, tu vois, tu avais, bon, un gars comme Hugo, ça stabilise, ça sécurise, Pierre-Frédéric Van Pepersad, c'est un gars qui a 10 ans d'équipe de France.
Andrea, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'années d'équipe de France. Donc, quand tu es jeune, hein, on a connu ça, au début, quand tu es lancé comme ça dans le grand bain, t'aimes bien quand même être rassurant un peu à droite et à gauche en voyant des mecs un peu sûrs. Là, il y en a de moins en moins. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, j'ai bien aimé aussi les rentrées de balles en pointe. C'est des caviars, hein. Les mecs, même si t'es doublé, ça contourne le bloc, ça donne pile poil dans l'espace. L'arbitre, il est obligé de récompenser, de donner une exclusion. J'ai trouvé ça très, très bien. Voilà, c'est la Hongrie, c'est un championnat d'Europe sur une équipe chez nous qui est grandement renouvelée. L'addition est conforme, moi, à ce que je pensais. Puis pour continuer un peu quand même dans ça, bon, on n'est pas là pour descendre l'équipe de France, hein, loin de là, mais d'essayer d'être objectif. Mais on a quand même 28%, tu parlais du tir, hein, 28% pour l'équipe de France, hein, 7 sur 25. Et la différence, elle se fait 15 sur 28 pour les Hongrois, à 53,6%. Donc c'est sûr que c'est plus facile Tu de tu vois gagner un match comme ça, hein. Mais bien sûr, je répète, quitte à être, machin, mais pour marquer un but, quelle que soit la façon dont tu vas marquer un but, à part un but sur une volée ou même le penalty, parce que le penalty, ça reste quand même un tir, il faudra pour marquer un but tirer. Donc, si tu as une équipe, c'est pour ça que moi la tactique et tout ça, si tu mets une équipe demain avec, Zalanki, Mandic, Thomas à la périphérie et qui prennent des ballons et qu'on voit des sacs comme ils savent le faire, bah, voilà, le tir, c'est prédominant au water-polo, prédominant au water-polo. Tous les joueurs savent nager à peu près comme tous, ils savent tous nager. Tu fais pas la différence sur la natation maintenant. La différence sur le gabarit, tout le monde est à peu près costaud, pareil, tout le monde a les préparations physiques, pareilles et cetera et cetera. Le tir, c'est ce qui fera la différence et tu vois là, si tu inverses tes stats de tir là, 53-25 de l'autre côté, tu as gagné le match. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, voilà, bon, juste, voilà, pour clôturer sur ce premier match, c'est conforme un petit peu au résultat, mais bon, là, une équipe de France qui manquait un peu de solutions offensives, malgré les 25 tirs. Mais après aussi, il faut voir à quel moment on prend ces tirs et pour se mettre dans de bonnes situations pour, essayer de marquer justement et pas prendre un tir pour prendre un tir. Donc, sur ce premier match, le choix de l'entraîneur, donc s'était porté sur, Canovas qui ne faisait pas partie du roster comme on dit, sur ce premier match. Autre match dans le groupe, de la France, donc Malte qui, recevait, on va dire comme ça, le Monténégro et victoire, aisée du Monténégro, 21-12. Sur cette première journée, on avait donc un Israël-Espagne, écrasante victoire de l'Espagne 28-3. Et surprise un petit peu dans ce groupe C, les Pays-Bas qui perdent uniquement au tir au but contre le pays hôte, la Serbie, 13-13 à la fin du temps réglementaire. Et la Serbie qui s'impose au pénalty 18-16, Frédéric. Il est évident que la Serbie et l'Espagne sont les 2 favoris, logiques de cette poule et on redit l'importance de basculer sur la poule d'après en ayant fait le plein de points. Les Serbes, marquent 2 points au lieu d'en marquer 3. Donc déjà, ils lâchent un point. Je ne suis pas sûr que les Pays-Bas arrivent à battre le Monténégro et la Hongrie puisqu'ils seront jumelés dans cette poule-là. Mais surtout, il y a un fait de jeu qui est très, très important, c'est que les Hollandais, tenaient leur victoire, hein, puisque le but, refusé, aux Hollandais au buzzer à la dernière seconde, pour moi, est valable. La balle a quitté la main, le lob, la balle a quitté la main, du joueur hollandais avant que la sirène retentisse. Alors je comprends pas très bien la VAR, puisque la VAR est intervenue et sur les images qu'on voit, alors ils ont peut-être pas les mêmes images que nous, mais pour moi, il y a but, et ça change tout parce qu'au lieu de marquer 2 points, tu en marques 0. Si tu perds l'Espagne, tu bascules de l'autre côté avec 0 points et 0 points, quand tu rentres dans la 2e poule avec 0 points, tu as aucune chance d'aller en demi-finale. Donc le coach serbe était très mécontent, il a dit que la seule satisfaction, c'est les 2 points, mais que c'était pas mérité. Je suis très surpris parce qu'on en discutait avec les amis là, les Hollandais ont que 2 joueurs qui jouent à l'étranger, donc on connaît, hein, Van den Boer qui a joué à Montpellier, qui joue à Hanovre, Gadamassi qui joue à Marseille. C'est pas une équipe qui brille en coupe d'Europe. Il y a pas, les clubs avant Polar Bears, tout ça, c'était, Alphone, c'était un peu, c'était costaud. Mais là, il y a pas de club et ils arrivent quand même à faire, match nul en Serbie contre le champion olympique en titre. Champion olympique dont, je crois qu'il y a 9 ou 10 joueurs qui étaient à Paris et qui sont là. Donc je sais pas si c'est le petit bassin, si c'est quoi que ce soit,
Bah, les Hollandais qu'on avait vus, qui avaient organisé un tournoi avant les championnats d'Europe chez eux et qui avaient battu les Hongrois ou qui avaient battu les Hongrois ou les Croates, mais je crois que c'est les Hongrois. Bah, écoute, prouvent leurs bonnes intentions. On va croiser avec eux aussi après. Ce sera un bon étalon de valeur de voir un petit peu ce qu'on vaut, face aux Pays-Bas. Mais est-ce que tu penses pas justement que, bah, la Serbie chez elle, ça a pu un peu peut-être faire basculer, la décision des arbitres? Alors que si peut-être on avait été dans un autre pays, peut-être que la Hollande, la VAR aurait peut-être pu décider que la Hollande remporte ce match. Alors si c'est ça, c'est grave parce que si tu veux, avant, il y avait des erreurs et c'est pareil pour les autres sports. Je suis pas un fan de la VAR, mais la VAR était censée, bah, justement éviter ce genre de problème, puisque la technologie maintenant, il y a des caméras partout et donc, bah, la technologie te permet de limiter les erreurs et de voilà. La goal line technologie, j'y suis évidemment favorable parce qu'il y a but ou pas but. Mais là, quand même, alors c'est pas flagrant à 2000, mais quand même, tu vois que quand la balle quitte la main, il reste un dixième de seconde. Ça aurait pas envoyé les Hollandais en demi-finale parce qu'il leur reste un long chemin. Mais par contre, ça aurait grandement, embarrassé les Serbes de prendre 0 point contre les Hollandais, pour moi, ça les condamnait. Donc, écoute, on va voir la suite de la compétition, mais, les Serbes, petit rappel à l'ordre quand même de la part des Hollandais qui jouent toujours à leur niveau, qui reviennent, qui sont toujours là, c'est une nation, stable, qui avait un petit peu disparu, mais qui est toujours là quand même. Après, on sait que la Serbie a toujours un peu du mal à démarrer ses tournois et qu'ils ont pour habitude de finir fort. On verra si, ça se reproduit ou pas. Mais, petit démarrage, effectivement des Serbes. Bah, je profite puisqu'on parle de la Serbie quand même pour tirer mon coup de chapeau quand même aussi à l'organisation et aussi European Aquatics pour la qualité de l'installation, proposée pour ce tournoi. On l'avait évoqué avec, l'épisode, avec Jean-Paul, hein. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. D'avoir un bassin sans ligne d'eau au fond, c'est quand même un vrai plus avec un bassin qui est un bassin de polo puisqu'il a été conçu exprès dans une arena avec, à peu près 18 000 spectateurs potentiels. Bon, ils sont pas tant qu'il y a pas la Serbie ou les gros matchs, pour l'instant, ils y sont pas. Mais en tout cas, une très belle arena, pour accueillir ce championnat d'Europe et petite anecdote aussi, puisque j'ai vu passer ça, sur les réseaux. On sait que Kylian Bress Fernandez, donc est, le fils de Jérôme Fernandez, que nous avons eu aussi à notre micro et je ne sais plus combien d'années auparavant, sur un championnat d'Europe aussi dans la même arena, la France avait performé et c'est un peu rigolo d'avoir, le père et le fils dans 2 sports différents qui jouent dans le même lieu, mais dans une configuration un petit peu différente. Ouais, parce qu'écoute, il y a quelques années, en arrière, on avait à Bercy, proposait cette espèce de salle multi-activités et les Français volants, l'équipe de hockey sur glace, jouait à Bercy. Donc, on transformait le terrain de basket ou de hand en patinoire. Donc là, c'est ce qu'ils font à Belgrade. Ils ont organisé ce championnat d'Europe en 2016, il y a 10 ans, dans cette même piscine, où les Serbes avaient battu le Monténégro en finale devant effectivement 18 500 personnes, ce qui, à mon avis, reste la plus grosse affluence jamais vue, sur du polo. Et ouais, ouais, écoute, on verra la suite de la compétition. Ça va pas inhiber les Serbes, hein, d'avoir du public, mais en tout cas, ça va être intéressant et effectivement, j'ai pensé à Jean-Paul aussi quand j'ai vu l'absence de ligne d'eau. C'est vrai que ça fait un bassin bien bien uniforme, bien parfait, c'était nickel. Ouais et c'est bien filmé en plus, donc ça permet, voilà, vraiment de se mettre, c'est le cas de le dire, dans le bain du polo pour, profiter de ce magnifique sport qu'on essaye de promouvoir humblement à ce micro. Donc il y avait une deuxième journée forcément qui avait lieu dimanche. On va juste passer les résultats, donc pas de surprise, hein. L'Italie s'impose 19-8 contre la Turquie. La Roumanie s'impose 16-8, contre la Slovaquie, donc pour le groupe D et dans le groupe B, la Slovénie s'incline face à la Croatie 20-4 et la Grèce s'impose contre la Géorgie 20-6. Un peu surpris quand même, du peu de buts, on va dire, de la Géorgie qui nous a habitués à ces dernières sorties à de meilleurs résultats. Deuxième journée des poules A
Et c'est dans le groupe A, on va parler que du groupe A. Match très important pour l'équipe de France qui affrontait Malte. Et dans l'autre match, le haut enfin, on suppose peut-être le haut du classement, on verra, on espère mieux pour la France, mais la Hongrie contre le Monténégro. Et donc la Hongrie qui s'est imposée que de 3 buts, 13-10, et la France qui s'est imposée 22-13, donc même écart que Malte contre le Monténégro lors du premier match. Nos Français qui ont été beaucoup plus en verve offensivement, puisqu'ils en inscrivent 22, mais surtout des joueurs qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Il fallait battre Malte, d'abord pour, éviter l'élimination, puisque si tu battais pas Malte, tu rentrais à ce moment-là dans les phases de classement de 13 à 16. On rappelle que la dernière fois que les 2 équipes s'étaient rencontrées, c'était à Malte, en qualif, justement pour ces fameux championnats d'Europe, et la France avait eu toutes les difficultés pour s'en sortir en égalisant à 15-20 secondes de la fin et en ne passant qu'aux pénaltys. Entre-temps, la France a perdu les joueurs que l'on a cités, et Malte a récupéré Nagaïev, le Russe, qui a décidé de jouer pour ce pays-là. Donc, il y avait danger quand même parce que, voilà, c'est un match un match de qualif. Il fallait le gagner. Et écoute, j'ai trouvé l'équipe de France très entreprenante, très enthousiasmante, très dynamique. Une équipe de France qui m'a fait plaisir parce que, qui a pris le match vraiment par le bon bout d'entrée de jeu, qui a mené 4-1 rapidement, qui s'est pas affolé quand les Maltais sont revenus à 4-3. Et puis, qui a bien analysé quand même que le danger venait de 3 joueurs grosso modo à Malte, Camilleri, Nagaïev et puis la pointe. Là, ils ont un taureau devant quand même, et j'ai trouvé, une équipe sans complexe, culottée, avec des joueurs qui se sont un petit peu révélés. Alors je sais bien que l'adversaire est pas le même que la Hongrie, mais je répète, mais quand tu as pas, 100 sélections au compteur, c'est jamais facile quand même de sortir comme ça. Le petit Fernandez, il met 4 buts. Il y en a d'autres, hein, Vitran, même s'il est plus vieux, il a bien, contribué. Et puis, tu vois, c'est là que tu vois la menace quand même que représente Thomas, pas qu'au shoot, mais alors au shoot oui, mais la dissuasion aussi, qu'il apporte. Donc, voilà, quand les défenseurs montent, c'est là que tu peux poser la balle à la pointe. Les pointes, Mathis Mas et Lucas Barnard ont fait un bon boulot en provoquant des exclusions. Et puis, j'ai bien aimé parce que, c'est un joueur que j'aime bien et qui est un bon garçon en plus, et qui a un très bon shoot, qui avait été opéré de l'épaule. Et puis, il était un petit peu en souffrance dans son shoot, c'est Romain Marion. Et dans ce poste 2 là, avec ses diagonales qui partent très, très vite, il a été très, très bon. Et puis, voilà, les leaders dont je te parlais, ils se sont mis là. Puis, après, c'est plus facile quand même de prendre le sillage de ces joueurs-là, plutôt que, d'attendre de faire la décision. Donc j'ai trouvé ça très bien, très bien, très à propos. Et j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur ça, à part peut-être les 13 buts encaissés, on va y revenir. Mais sinon, j'ai trouvé ça, très intéressant. Oui, oui, c'est vrai que certains joueurs, on a revu revenir certains joueurs, effectivement, tu l'as bien dit, Romain Marion Vernou, donc il finit bien ce match, donc il marque 5 buts dans ce match, avec des buts, à propos, au bon moment. Je crois qu'il a été élu, alors je sais pas si j'ai pas fait attention quand même, s'ils élisaient un joueur à chaque fois dans les matchs, mais en tout cas, c'est le MVP, on va dire, le MVP de ce match, parce qu'il a voilà, on l'a retrouvé, il a eu plus de temps de jeu par rapport au premier match. Il a été beaucoup moins hésitant, il a pris ses responsabilités et puis, je pense que la réussite aidant, ça l'a mis en confiance, donc ça, c'était bien. Donc juste, je vais quand même donner les buteurs, c'est important aussi parce que là, on en a quand même un certain nombre. Donc tu l'as dit, hein, Kylian Brest-Fernandez, 4 buts, Alexandre Bouet, 3 buts, Alexis Drahe, 1 but, Thomas Vernou, 4 buts, Steven Vitran, 4 buts. Marion Vernou, 5 buts, je l'ai dit. Loris Canovas, 1 but. Voilà pour les buteurs côté français. Tu as les pourcentages au tir en tout, global? Oui, alors on est à 59,5% pour l'équipe de France et 38,2% pour Malte. Tu vois? Donc évidemment, alors tu peux pas faire 60 au tir tout le temps, mais c'est là que tu peux mesurer aussi la différence de l'adversité. C'est-à-dire que tu passes de 27-28 à plus du double, à 60. Donc c'est évidemment, je retire rien du tout de la performance, mais c'est plus facile de marquer des buts quand même contre Malte que contre les Hongrois, mais il faut encore les mettre ces buts-là. En plus, j'ai trouvé l'équipe très, solidaire. Thomas a montré la voie
en serrant le poing quand il marquait. Romain Marion aussi, au début, tu vois, l'équipe était très concernée, concentrée et j'ai trouvé ça, voilà, il y a des matchs qu'il faut gagner, même si tu es favori, il faut les gagner quand même et la France l'a bien fait et tu sais, on n'a pas eu l'occasion quand même de beaucoup, depuis les Jeux olympiques, alors j'inclus les Jeux olympiques, on a battu le Japon aux Jeux olympiques. On a ensuite été faire la coupe du monde où on a perdu tous les matchs. Je mets de côté quand même la qualif au championnat d'Europe parce que Portugal, Malte, Ukraine, bon, faut pas quand même, pousser, c'est normal que tu finisses avec 3 victoires et puis, là, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas gagné un match officiel important dans une compétition comme ça et c'est très bien, les Bleus devaient le faire, ils l'ont fait et j'ai bien aimé l'enthousiasme et j'ai bien aimé la dynamique, j'ai trouvé que c'était vivant. Oui, surtout qu'ils n'étaient pas au mieux après le premier match. Donc là, ils ont bien su se remobiliser. Donc ça, c'est vrai que dans l'état d'esprit, c'est important. J'espère que ce match-là leur donnera confiance pour aller peut-être chercher la deuxième place peut-être de ce groupe en allant battre le Monténégro. On suivra ça de près. Hein. Le match aura lieu demain. Voilà, il faut que chaque joueur, s'il est dans l'eau, c'est le principe hein, aussi, prenne ses responsabilités. Si l'entraîneur les met dans l'eau, ils ont un job à faire et il faut qu'ils remplissent bien ce job-là. C'est ce qu'on leur demande. À noter dans ce match que tout le monde a joué. Même Julien Hoffner est rentré. Il a eu 4 minutes 28 de jeu. Donc, c'est bien que tout le monde se sente concerné dans ce match-là. Le choix de l'entraîneur, donc on avait Loris Canovas qui a participé à ce match et absence de Enzo Nardon. Je pense que l'équipe de France a encore une petite marge à franchir pour justement accrocher le Monténégro parce que même s'il y a eu de très très bonnes séquences défensives sur les blocs, etc., contre le Monténégro, ça ne sera pas pareil hein, sur les tirs monténégrins. Ils ont quelques bons joueurs là qu'il faudra se méfier, dont 2 jeunes aussi qui sont champions du monde. Match important contre le Monténégro avec quelques joueurs qui évoluent dans le championnat français, hein, que ce soit Tesanovic, Popadic, qui l'est plus mais qui l'a été, et Spajic qui joue pour Marseille. Ouais, il faudra que tout le monde, soit au diapason et fasse 10 de plus, hein, parce qu'on n'est pas favori évidemment. Il faudra bien aider Hugo Fontani, sur les secteurs de shoot, sur les blocs, être agressif, ne pas avoir peur, hein, parce que de toute façon on n'a pas grand-chose à perdre, on n'est pas favori. Le Monténégro qui a perdu la Hongrie, s'ils venaient aussi eux à basculer avec, 0 point, en perdant la France, ça hypothéquerait grandement leurs chances. Donc, écoute, ils ont déjà perdu la Hongrie. Il faudra être au taquet dans tous les secteurs et puis pas rater grand-chose. Et il faudra verrouiller un peu plus alors pas de contre-attaque, et il faudra verrouiller un peu plus la défense parce qu'on a laissé quand même de temps en temps. Là, ça va parce que c'était Malte, mais tu vois, quand tu laisses contre la Hongrie, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, l'écart, alors un match fait pas l'autre, mais la France a fait le même écart contre Malte que n'a fait le Monténégro. Donc, écoute, il faudra que d'une grande équipe de France, un grand gardien, pas de complexe et puis de la fraîcheur non, non, moi je te dis, j'étais un peu sceptique après le premier match comme un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, même si je sais que l'adversaire est pas le même, j'ai bien aimé l'état d'esprit et c'est important l'état d'esprit. Donc, tous devant la télé, donc mercredi à 18h, France-Monténégro pour, on l'espère, une deuxième place dans ce groupe pour pouvoir jouer le haut du classement final. Exactement, Christophe. Allez les Bleus et on est tous derrière notre équipe nationale. Allez les Bleus, comme on dit, effectivement. Et rendez-vous donc devant l'écran mercredi. Et en fonction du résultat et notre disponibilité aussi, on essaiera de proposer un épisode intermédiaire avant mardi prochain pour débriefer de ce match en espérant une victoire de l'équipe de France. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cet épisode, sur ces premiers matchs du championnat d'Europe. Et profitez-en. Eurovision, c'est gratuit, des beaux matchs, c'est bien filmé, il y a des commentaires en anglais. Mais on voit du beau water polo. Voilà, merci à tous. Allez, bonne semaine, à bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner.
À très vite sur La Pointe.